De retour dans l'Afrique, Newsroom, Francis Evouna, président du conseil gabonais du patronat, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Malika Cher et Daoud Attal. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La Côte d'Ivoire, pour la deuxième année consécutive, figure en tête des pays réformateurs en Afrique de l'Ouest et centrale dans le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale. Le pays a gagné 30 places et s'est hissé dans le top 10 des pays les plus réformateurs. Le CEPICI, le Centre pour la promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est la structure chargée de conduire le programme d'amélioration du climat des affaires dans le pays. 40 réformes d'envergure ont été menées pour améliorer ce climat. Autre champion de l'attractivité des investisseurs sur le continent, c'est bien évidemment le Rwanda, qui est la meilleure deuxième destination devant l'île Maurice. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, pour la mise en place de structures dédiées et l'implémentation de réformes profondes, ont fait de leur pays des destinations privilégiées des investissements. C'est un reportage de nos correspondants au Rwanda et en Côte d'Ivoire, Olivier Jacotan et Olivier Conan. La Banque mondiale publie chaque année un classement dénommé Doing Business pour informer sur les pays les plus favorables aux investissements. Les pays africains occupent de plus en plus de positions appréciables. Cela est dû au fait que des réformes sont engagées pour améliorer le climat des affaires. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire faisait partie des 10 pays les plus réformateurs ces dernières années. En Afrique de l'Est, le Rwanda est cité en exemple parmi les pays attractifs pour les investissements. Quelles sont les réformes qui permettent à ces pays d'attirer les investissements ? Les réformes vont-elles se poursuivre? Quel est l'impact de ces investissements sur le développement économique? Selon le rapport Doing Business de 2015, le Rwanda maintient son rang de meilleure destination pour les investisseurs en Afrique de l'Est. Le pays est même désormais la deuxième nation en Afrique dans l'assainissement du climat des affaires. Il est également deuxième au niveau mondial en termes de facilité d'accès au crédit bancaire. Ces différentes performances sont le fruit de constantes réformes opérées dans le pays. On peut dire que les efforts qui sont fournis sont des efforts qui ne sont pas d'une seule institution. C'est les efforts du gouvernement en général et du secteur privé en général. La façon dont RDB devient vraiment un des acteurs les plus importants, c'est que c'est là où on est la première image du pays en termes d'investissement. Et on a mis en place, là où vous vous trouvez, on a mis en place un guichet unique où tous les investisseurs viennent et ils ont des services dont ils ont besoin pour démarrer les affaires. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a créé le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. À son actif, des réformes majeures qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 3 places au classement Doing Business. Le pays est 142e en 2016 contre 145e en 2015. Il est désormais possible de créer une entreprise en 24 heures à seulement 15 000 francs CFA. En plus des actions du CEPICI, les hommes d'affaires ivoiriens s'organisent pour apporter leur contribution. Côte d'Ivoire Global, un groupe de travail indépendant a été créé pour soutenir et compléter les politiques publiques en matière d'attraction des investissements. Ce groupe se focalise sur l'image et le positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène globale. L'image est le premier critère, le premier regard que pose un voyageur, un touriste, avant de faire des études poussées. Et c'est une démarche humble que nous voulons entreprendre afin de faire cette introspection et s'appesantir sur ce que nous projetons aujourd'hui, après toutes ces années, mais aussi après tous ces efforts qui ont été faits et qui repositionnent notre pays. Le secteur privé ivoirien apprécie à leur juste valeur les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. C'est l'une des conditions pour préserver la forte croissance économique de 9% en moyenne que le pays enregistre depuis quelques années. Au niveau de l'environnement judiciaire, la création du tribunal de commerce a été une grande avancée, mais beaucoup reste à faire. La chambre d'appel qui est en train d'être mise en place, il faut rapidement qu'elle puisse être fonctionnelle pour permettre donc d'avancer. Il y a également en fait donc d'autres mesures que les opérateurs économiques donc ont suggérées. C'est aujourd'hui donc la mise en œuvre ou la réalité donc du bureau d'information de crédit qui est en train également aussi donc de se faire. Donc c'est une bonne chose pour les banquiers que nous sommes. Nous pensons aussi
que sur la question foncière, il reste encore beaucoup à faire, même si un grand pas a été fait. Ça permettra donc effectivement aux hommes d'affaires, aux banquiers que nous sommes, de pouvoir faire des crédits hypothécaires. Le Code des investissements est la boussole des investisseurs. Il rassemble les mesures pour favoriser les investissements dans des secteurs spécifiques. Au cours de ces dernières années, le gouvernement ivoirien a réalisé 40 réformes. Au Rwanda, un nouveau Code des investissements a été adopté en juillet 2015 pour remplacer celui de 2005. Le nouveau Code offre plusieurs avantages, dont l'exonération de 50% de taxes pour certains investissements étrangers. Des conditions favorables qui attirent beaucoup d'investisseurs dans divers secteurs. J'ai eu l'honneur de travailler avec plus d'une trentaine de pays dans le continent africain. Et quand je suis venu ici, l'honneur de me sentir chez moi, l'accueil a été d'abord ma séduction. Et la facilité d'implantation de sociétés ici est vraiment incomparable que nulle part ailleurs. J'ai été vraiment séduit par la sécurité aussi dans le pays. Et j'ai décidé d'investir ici dans le secteur de l'éducation. Malgré la constante amélioration du climat des affaires au Rwanda, certains défis restent d'actualité. Il s'agit surtout du problème d'électricité, de la réduction de certaines taxes pour favoriser davantage les investissements intra-africains et l'amélioration des infrastructures. Ce qui est amélioré ici au Rwanda que moi j'ai vu, comme dans certains des pays aussi que j'ai parcourus, c'est surtout la question des taxes. Et ça vient avec le système. Les taxes semblent être élevées pour les investisseurs avec lesquels nous sommes retrouvés ici. L'accès à l'électricité, c'est l'indicateur qu'on sait qu'on peut faire mieux. Pour n'en citer que ça, il y a aussi le coût de transport, parce que le Rwanda, c'est un pays enclavé. Et voilà, c'est juste pour vous donner des exemples, des efforts qu'on doit continuer à faire pour que le climat soit parfait. Les autorités rwandaises prévoient une croissance économique minimum de 6,5% pour 2015. Le Rwanda vise 11,5% de croissance d'ici 2020. Le Code d'investissement de 2015 vise à rapporter dans ce sens 1,5 milliard de dollars par an. Quand vous faites une bonne analyse de la croissance de notre économie ces dernières années, c'est vraiment les capitaux étrangers qui sont à la base de cette performance. C'est déjà un bon signe et nous continuons à privilégier ces capitaux sans pour autant fermer la porte aux autres. Car aucune économie n'est performante s'il n'y a pas de capitaux, et l'abondance de capitaux non plus n'a jamais affaibli une économie. Pour être couronné de succès à long terme, les efforts pour attirer les investisseurs ne doivent pas être réservés uniquement aux organes officiels. La société civile et le secteur privé dans son ensemble doivent s'y impliquer. C'est une action, une réflexion que doit même adopter le chauffeur de taxi qui reçoit un touriste à l'aéroport, la vendeuse au marché qui vend ses produits à un premier visiteur en Côte d'Ivoire. Donc c'est une démarche qui est à la fois nationale mais aussi individuelle pour tous ceux qui veulent faire de ce pays la première destination en matière d'investissement. Au total, la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont de véritables champions régionaux du classement Doing Business de la Banque mondiale parce que ces pays ont décidé de faire des investissements le moteur de la croissance. Ils ont entrepris les réformes nécessaires pour assurer l'attractivité de leur destination. Cela est également dû au dynamisme de leurs économies qui enregistrent des taux de croissance appréciables. Ces deux pays doivent maintenir le cap des réformes parce que le dynamisme économique sur le continent donne aux investisseurs des possibilités nouvelles de diversification des placements. Cela permettrait à la Côte d'Ivoire de réaliser son ambition de figurer parmi les 50 pays du classement Doing Business en 2018. Malik, comment la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont-ils fait pour jouir d'une bonne place dans ce classement? Qu'ont-ils fait pour garantir l'attractivité de leur destination? Ils ont su, je pense, réformer leur code juridique, mettre un peu plus de clarté pour permettre justement aux investissements étrangers de venir en masse dans leur pays. Les investissements, les IDE, c'est une manne inespérée, c'est un moteur de l'économie. Donc, il a fallu justement pour ces pays, pour sortir aussi des économies parfois de rente, sortir de ce modèle-là, il a fallu justement améliorer le contexte juridique,
économique, permettre aussi, je dirais, une densification aussi des réseaux en électricité, permettre aux investisseurs de ne pas avoir peur de s'installer et justement de poursuivre leur activité correctement. Ça, c'est très important et ça a été fait par la Côte d'Ivoire et le Rwanda qui n'ont pas eu souvent une période facile sur le plan économique. Il y a aussi, je pense, il faut le souligner, une volonté de transparence, une volonté de lutter contre la corruption qui est aussi un facteur aggravant qui empêche les investisseurs étrangers de venir. Donc il y a eu aussi tous ces processus-là. Il y a eu une véritable volonté politique de ces pays-là. Maintenant, je pense que ces pays ont des objectifs qui sont très atteignables pour le court terme. Il en va de leur économie. Parce que les investissements étrangers permettent justement à l'économie, aux investisseurs justement locaux aussi d'investir davantage. Ils permettent de revitaliser le tissu économique local. C'est très important. Donc, je pense que ces pays-là, qui ont des marchés très prometteurs, ont des atouts formidables pour l'avenir. Monsieur Bouna, vous êtes président du Conseil gabonais du patronat. On parle du climat des affaires en Côte d'Ivoire ou au Rwanda. Qu'en est-il au Gabon? Eh bien, la transformation structurelle de l'ensemble de l'économie mondiale ne laisse pas le Gabon indifférent. Les autorités gabonaises sont en train de prendre tout le dispositif nécessaire, justement, et pourquoi pas un jour dépasser la Côte d'Ivoire, qui en 24 heures, mais pourquoi ce ne sera pas fait en 2 heures à Libreville? Je suis sûr d'une chose, c'est que, justement, dans le cadre des politiques structurelles, les économies qui sont rentières depuis la nuit des temps devraient aujourd'hui se transformer en économie de production. Et les domaines, en ce qui concerne le Gabon, sont encore très nombreux, évidemment. Il y a eu considérablement un retard là-dessus, mais c'est en train d'être corrigé parce que le chef de l'État actuel, dans son programme politique L'avenir en confiance, a un élément fondateur, c'est le plan stratégique Gabon émergent. Et dans le plan stratégique Gabon émergent, je crois qu'il y a encore un tout petit peu de mal à démarrer, mais si on regarde la structuration qui est faite de la future économie gabonaise, je suis sûr que la Banque mondiale, Doing Business, pourront également classer le Gabon à un niveau où, effectivement, la situation économique est véritablement améliorée. Nous sommes d'ailleurs dans l'OHADA, l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Nous l'avons adopté. Nous avons pris la loi 1598, qui est la charte des investissements au Gabon, qui autorise valablement à ce que les investisseurs puissent exporter leurs capitaux le moment venu. Mais je pense que ce qu'il faut, effectivement, il faut aller dans la réforme de notre économie. Il faut la restructurer, et je crois que c'est en cours, et le gouvernement l'a compris, et nous sommes effectivement les partenaires en tant que partenaires société civile, et pourquoi pas patronat que nous sommes en train de voir avec le gouvernement, de faire en sorte que tout le dispositif économique, que ce soit sur le plan réglementaire, que ce soit au plan législatif, que tout ceci sied à la mise en réalité, en forme de l'économie gabonaise pour que demain, nous regardons dans les secteurs pour lesquels nous pouvons être des champions, parce que c'est de cela aussi. Est-ce que c'est dans les projets structurants? Je crois oui, puisque les infrastructures sont la base de toutes les économies, parce que c'est à travers ces infrastructures que nous allons pouvoir faire transporter les produits qui sont faits à gauche à droite. Nous avons, depuis quelque temps, mis en place la diversification de notre économie. Je pense qu'il faut attendre quelque temps. Paris ne s'est pas construit en un jour. Nous avons le temps d'aller. C'est vrai qu'on est toujours un peu pressé quand on sent que le pays, il y a des problèmes de parc énergétique, il y a des problèmes de restructuration véritablement des petites et moyennes entreprises pour lesquelles je suis le porte-parole. Dès qu'on aura restructuré tout ça, je crois que l'économie gabonaise pourra effectivement, pourquoi pas, compter également dans les top 50 de l'économie mondiale.
Alors Daouda, il y a un risque en tentant de séduire ces investisseurs, ces investissements étrangers, c'est des règles fiscales trop avantageuses. Oui, voilà. Moi, je suis content que vous me posiez cette question parce que c'est sur cet élément principalement que je pense qu'il y a besoin, en tout cas, de revoir un certain nombre de choses, ne serait-ce que la démarche. Parce que, bon, bien entendu, quand on prend les critères liés aux infrastructures, à l'énergie, à tout ce qui est, comme notre invité l'a dit tout à l'heure, économie structurante, bien entendu, parce qu'il faut d'abord une bonne fondation avant de pouvoir lancer la machine. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, sur la fiscalité, on peut imaginer que quand on donne un avantage fiscal à un investisseur, qu'il soit un investisseur étranger ou même national, qu'il y ait quand même un effort qui soit fait dans le sens de l'emploi, par exemple, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On voit, en Europe, on voit par exemple, on vous donne un avantage fiscal à une entreprise française, par exemple, si vous embauchez, on réduit vos impôts. Ça se voit dans les pays développés. Par contre, dans nos pays, on a un petit peu plus de mal à mettre en place ce type de politique. Or, c'est quand même une politique qui peut permettre de booster l'emploi au niveau local. Donc, sur la fiscalité, oui, il faut faciliter l'implantation des capitaux étrangers, mais moyennant quand même des efforts sur le plan de l'emploi, parce qu'autrement, qu'est-ce que l'État y gagne? Ce sera juste des recettes au niveau de son budget. Alors, est-ce que ce sera bien dépensé ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'en tout cas, l'emploi serait intéressant à mettre en avant. Malik, on parle de séduction des investisseurs étrangers. Je me tourne vers vous pour vous poser cette question. Comment appréciez-vous la règle des 49-51 qui fait débat actuellement en Algérie? Oui. Je pense que c'est une règle juste pour ma part, mais c'est à nuancer. Pour, par exemple, ce qui concerne, je pense les réserves naturelles, c'est des questions de souveraineté. Je ne pense pas qu'il soit intéressant de revoir cette règle-là dans les hydrocarbures. Je pense que quand on a une société nationale qui est capable d'explorer et d'exploiter et d'exporter suffisamment le pétrole, je ne vois pas pourquoi on reviendrait sur cette règle-là, d'autant plus que les bassins potentiels en hydrocarbures intéressent les sociétés nationales, même si on est sous la règle du 51-49. Mais attention, parce qu'il y a aussi des réglementations qui sont dites officielles, mais qui sont en véritable, finalement, pas très officielles. Par exemple, je prends le cas du gaz. En Algérie, il y a un partenariat avec Gaz de France. On n'est pas dans la règle du 51-49. Donc, parfois, on annonce comme ça des mesures, mais en réalité, sur le terrain, ce ne sont pas ces applications qui sont faites. Donc oui, le 51-49, c'est intéressant, mais ça peut être aussi contraignant pour les PME et les PMI. Les PME et les PMI n'ont pas forcément la capacité justement de s'allier avec un partenaire local. C'est pas évident aussi pour ces petites structures. Donc je pense que pour ces petites structures que sont les PME, PMI, il faut leur laisser un peu plus de champ. Pour les grandes structures, pour les jointes ventures entre deux grandes sociétés, si il y a des avantages pour les deux sociétés, je ne vois pas en quoi ça peut être inintéressant. Je pense qu'il faut faire très attention sur ce plan-là. C'est une question aussi qui concerne, je dirais, le patriotisme économique. L'Afrique a des réserves extraordinaires, notamment dans les réserves naturelles, les hydrocarbures. Donc il faut faire attention, il ne faut pas céder à des sirènes qui sont souvent, parfois lancées par les pays occidentaux. Monsieur Bouna ? Bien, je pourrais encore dire que, vous savez, l'Afrique est une destination aujourd'hui prisée au XXIe siècle en matière économique. Cette Afrique, malheureusement, aussi souffre du fait que la surface financière de ces pays n'est pas celle qui devrait permettre justement cette émulation. Alors, il faut donc une révolution à la fois interne et effectivement ce partenariat public-privé, puisque nos économies sont par ailleurs encore dirigées, même si on parle de libéralisme économique, mais l'État reste toujours encore celui qui régule. Alors, cette régulation, je crois qu'il faut faire en sorte que, ensemble, et les investisseurs, avec les gouvernements des pays,
qu'il y ait un travail de fait pour permettre à ce que justement tous les mécanismes qui permettraient une révolution véritablement industrielle, puisqu'en fait il y a des domaines qui intéressent ces investisseurs étrangers. Il y a les infrastructures, on en parlait, il y a le tourisme également pour certains pays. Je crois que il faut donc faire en sorte que les réformes en profondeur se fassent dans nos pays pour éventuellement permettre à ce que les économies de nos pays décollent. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.